Alors bonsoir à tous, merci de vous être déplacés jusqu'ici. Donc si je suis là devant vous, c'est parce que j'ai écrit ce livre en effet, mais c'est surtout parce qu'il est d'actualité. Alors ça m'a surpris moi, je pense autant que vous, hein. Il est même de plus en plus d'actualité, ce qui est pas mal pour un bouquin qui prétend faire un petit peu de prospective. De se retrouver comme ça en phase avec les événements. Alors dans une certaine mesure, hein, pour ceux qui l'ont lu, vous voyez qu'on ne peut pas tout prévoir non plus, évidemment. Le principe de ce livre au début, c'était de partir d'une hypothèse, une hypothèse que personne d'autre faisait, que la France allait devoir se rendre à l'évidence un jour, que sa situation l'obligerait à s'en sortir par des moyens habituels dans son histoire et qui sont rendus nécessaires par notamment énormément de blocages institutionnels, qui est l'explosion soudaine de radicalité, l'émeute, pourquoi pas la révolution. Évidemment, au moment où j'ai entamé l'écriture de ce livre, et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'arguments à l'appui de la thèse inverse, que la révolution est impossible, qu'elle n'est pas près d'arriver. Mais pourquoi s'interdire d'y penser? Alors, je trouvais ça intéressant, c'était un exercice de style, et le titre du bouquin permet de comprendre que c'est vers la révolution. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est d'écrire un processus, et pas forcément se concentrer sur l'aboutissement, pas trop préjuger de l'aboutissement. Mais le bouquin, en tout cas, partait d'un constat simple, c'est que pour faire des choses pas du tout révolutionnaires dans ce pays, pour obtenir des choses que d'aucuns trouvent raisonnables, vraiment sans problème, eh ben, il faut faire rien de moins qu'une révolution. Voilà. Alors, comme Pierre-Yves l'a dit, traître de classe, bon voilà, j'ai fait une école de commerce, je fréquente beaucoup de cette élite qui aujourd'hui qui méritait selon moi pas forcément ce nom, mais bon, maintenant que c'est ces gens-là qui peuplent les cabinets des ministères, l'Élysée, voilà, cette génération de trentenaires, jeunes quarantenaires, tout frais sortis d'HEC qui reviennent d'expatriation. C'est un peu mon milieu, je connais beaucoup de gens, expatriés ou de retour. Beaucoup partent parce qu'ils ne croient plus en la France, parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, un meilleur salaire, moins d'impôts dans une mégalopole qui au final les fera penser à Paris, ce sera les mêmes aéroports, les mêmes boutiques, les mêmes chaînes, un peu le même mode de vie, mais plus confortable. Dans tous les cas, ils pensent que la France n'a plus d'avenir. Pas tous, hein, évidemment, mais un certain nombre d'entre eux. Et la question que je me suis posée, c'est pour nous qui restons, que faire? Voilà, alors pourquoi combattre aussi, mais que faire de sérieux dans ce combat? En tout cas, pas boycotter les multinationales. Voilà, ça, on est dans le registre de l'épaisseur du trait. Attendre infiniment, alors pour certains, la victoire de François Asselineau en 2092, la victoire de Marine Le Pen, ou la victoire de Mélenchon, de Dupont-Aignan, on sait tous que le système n'est pas fait pour ça, ça ne marchera pas. On est dans le système d'alternance unique que Macron personnalise à merveille, dans son opposition, ou plutôt sa fausse opposition avec Marine Le Pen. Donc, le système est totalement cadenassé. Moi, j'avais fait le constat de cette impasse, je n'étais pas le seul, sauf que j'avais décidé d'aller au bout du raisonnement. Alors, je me suis renseigné sur toute cette littérature contestataire, récente à droite et classique à gauche, avec quand même des choses comme par exemple le Comité Invisible. Ceux qui voulaient en fait, déclarent entre les lignes ne plus pouvoir. Ils n'ont pas les clés de la société d'aujourd'hui. Ils ont du mal à imaginer des alliances de classe notamment, face à donc des gens plutôt de gauche, plutôt vieillissants, face à une jeunesse qui n'a pas vraiment envie de se positionner à gauche à droite, qui est motivée, qui ouvre les yeux sur le monde et ce qu'elle voit lui plaît pas, et elle veut changer les choses, mais elle ne sait pas trop comment. Et peu de gens allaient vraiment au bout du raisonnement. Peu de gens réalisaient l'ampleur du travail à accomplir, voilà, l'ampleur de tous les blocages. On va évidemment rentrer dans le détail après. Donc moi je partais de cette impossibilité théorique d'une convergence entre les différentes oppositions françaises. Tout le monde disait c'est impossible, ça n'arrivera jamais. Moi je l'ai postulé par optimisme pur pour pouvoir écrire, sinon ça ne pouvait pas fonctionner. J'ai pris appui sur toute l'histoire des insoumissions françaises, tous ces miracles, ces choses qu'on n'attendait pas. En constatant quand même sur Internet, comme bon nombre d'entre vous j'imagine, une forte poussée, on appelle ça aujourd'hui populiste, on peut dire populaire, souverainiste, des gens de gauche, de droite, des gens qui n'ont plus envie de se définir comme ça. Ce populisme, évidemment, une bonne portée conservatrice face au chaos libéral libertaire. Et ça se voit à travers tous les réseaux sociaux et toute l'imagerie immédiatement révolutionnaire de la mémétique, c'est-à-dire tous ces montages photos qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui disent beaucoup en une seule image. Et les images révolutionnaires étaient très utilisées. Alors,
je mets pas mal de temps à l'écrire, parce que comme Pierre-Yves l'a dit, voilà, j'ai un métier, j'ai une famille, c'est compliqué. C'est mon premier en plus. Finalement, il sort sous Macron triomphant. Voilà, la nouveauté, ça y est, le renouveau en politique. Alors le renouveau avec le fils de Giscard, en fait, c'était juste le retour de Giscard. Il suffisait de l'analyser un petit peu, avec des cheveux, cette fois, encore plus jeune que le précédent, et puis qui aurait épousé son accordéon, voilà. Là, à part ça, merci. Pour moi, évidemment, c'était le cauchemar, cette situation. Le jour où il a été élu, Macron, j'étais intenable. Ceux qui me suivent sur Facebook ont vu le résultat, c'était pas beau, on aurait pu m'emmener à l'hôpital psychiatrique. Bref, il m'a fallu vraiment faire attention à moi, mais bon, j'étais sûr de moi, sur les tendances profondes, et aussi la personnalité du gars qu'on a découvert vraiment, parce qu'il s'est caché pendant toute la campagne. On l'a découvert une fois élu, et on s'est dit, bon, ce type-là a le profil parfait pour finir. Enfin bref, je vous laisse terminer en fonction du titre de mon livre, parce que je dois faire très attention à ce que je dis, puisque l'appel à l'émeute, l'appel à l'insurrection est formellement interdit dans ce pays. Voilà. Donc le bouquin sort, et la situation me donne tort en apparence, puisque tout le monde aime Macron. Voilà. Bon. Arrive très vite l'affaire Benalla, la démission de Nicolas Hulot, la dégringolade dans les sondages, et là, d'un seul coup, on est rentré dans le dur, plus vite que prévu. Et c'est parti, la goutte d'eau que personne n'avait prévue, l'augmentation du prix de l'essence, et la bonne vieille révolte fiscale à l'ancienne, avec tous les codes d'aujourd'hui, c'est-à-dire la rapidité des réseaux sociaux, la capacité d'organisation, la réactivité, les occupations sauvages, toutes les tentatives de sociocratie qui sont piquées à gauche, à droite, et puis l'intérêt de beaucoup de monde, de tous ces gens, ces gilets jaunes qu'on présente comme des beaufs, comme des classes non cultivées, qui n'ont pas d'éducation. Cette éducation, s'ils ne l'ont pas, ils se la font. Dans un espèce de bouillonnement métapolitique sur toutes les questions économiques, monétaires, démocratiques, institutionnelles, européennes, etc. Voilà. On sait aussi très clairement d'où vient l'argent. On s'est posé la question 30 secondes, et maintenant on le sait. CICE, intérêt de la dette, évidemment la fraude fiscale. Bref. Toutes ces questions que se posent les gens, c'est tous les chapitres de mon bouquin qui s'égrenaient sous mes yeux au début de la crise des Gilets jaunes, parce que c'est le plan que j'avais choisi, constat de la situation actuelle, toutes les idées qui sont dans l'air, parce que toutes les révolutions, une fois que j'avais accepté cette hypothèse, toutes les révolutions se font sur des idées qui étaient dans l'air 20 ans, des fois 30 ans, 40 ans avant, et qui ont infusé très lentement, qui sont montées à la surface petit à petit, et qui là explosent d'un coup. Voilà. Mon travail pour ce livre, ça a été principalement de savoir qui dit quoi, qui propose quoi, quels sont les poids respectifs des uns et des autres, essayer de pondérer les différentes tendances, toutes ces lignes d'influence métapolitique qui étaient créées dans le pays. Ce cercle en est une, Pierre-Yves la symbolise, il est évidemment cité dans le livre, dans le chapitre sur toutes les questions monétaires. Voilà, évidemment la question de la loi de 73, évidemment, du processus de 73. J'ai fait des samedis, quelques ronds-points. En banlieue parisienne, les ronds-points, c'est assez rare, en tout cas avec des gilets jaunes dessus. Et c'est de ce témoignage direct que j'ai eu cette idée du titre pour cette rencontre, Rêve éveillé ou Réveil des peuples. Le rêve éveillé, c'est cette impression que j'ai tous les samedis quand j'y vais et que je les vois, ils sont là. Tous les vendredis soirs, on se demande est-ce qu'ils vont être là. Et oui, ils sont là, parfois plus nombreux que le samedi d'avant. Toujours sous des modalités différentes, toujours aussi réactifs, aussi adaptables à toutes les circonstances, à tout ce que la police leur fait vivre, avec des effets de surprise fantastiques, bref. Cette idée de rêve éveillé, ça peut tout simplement correspondre à la joie que voilà, la France est de retour, elle est toujours là, elle n'est pas noyée dans le formol, elle n'est pas totalement abrutie par Hanouna, elle est là et ça fait plaisir. Voilà, c'est cette joie simple déjà, ça fait très plaisir. Mais le rêve éveillé aussi, c'est attention, peut-être plus dur sera le réveil. Le rêve, c'est peut-être en fait une illusion, peut-être la dernière à notre disposition avant de baisser le rideau, de devenir un go de l'empire européen, junckerien. Voilà. Donc, d'un côté la disparition, de l'autre, comme point de butée, comme horizon limite, la révolution, voilà, comme possibilité, comme hypothèse, voilà, c'est de là que je suis parti. La révolution, c'était l'impensé majeur en politique, alors qu'on en parlait tout le temps sinon. Dans le marketing, c'est inévitable. Dans tous les secteurs, rasoir, téléphone portable, chaque nouveau produit est une révolution. Le bouquin de Macron, pendant sa campagne, s'appelait « Révolution », c'est quand même une blague. Donc tout le monde l'utilisait, sauf pour sa véritable signification, et là, ça devenait immédiatement tabou.
C'est ça, évidemment, qui m'a intéressé, parce que j'aime bien, c'est des choses d'avoue. Et donc tout ça dans un contexte, qui est la deuxième partie du titre de cette rencontre, le réveil des peuples. Alors dans le monde entier, ça se réveille, cette vague qu'on a appelée populiste, qui a démarré avec le Brexit, on peut intégrer Trump, un certain nombre de pays, et évidemment l'Italie. Voilà. L'Italie a fait par les urnes, ainsi que les Anglais, bien sûr, ou les Américains, ont fait par les urnes ce que la France ne peut pas faire par les urnes à cause de son système. On y reviendra plus tard, mais il est vraiment totalement sclérosé et bloqué. Donc chez nous, c'est impossible. Donc cette alliance italienne, qui était censée être impossible, en France, elle s'est faite dans la rue, purement et simplement. Voilà. Elle existe, elle est faite dans la rue. Elle est, du coup, orpheline, un peu comme tous ces enfants des rues, qu'on déposait à une certaine époque devant les églises, et pour que l'église s'en charge. Cet enfant-là était posé devant un commissariat, donc c'est la police qui s'en charge, et puis on verra bien ce que ça va donner. Il ne s'y attendait pas forcément. Donc moi, je ne suis pas venu en tout cas pour vous vendre du rêve, peut-être sans le faire exprès, mais je vous le dis en tout cas, voilà, je vous le dis très clairement, il faudra peut-être l'écrire en petit, je n'appelle pas à l'insurrection, M. Castaner. Mais pour ne pas faire criver, il faut déjà faire le point, voir où on en est de ce mouvement. 3 mois, c'est beaucoup. Il faut être conscient de ses limites, évidemment, pas fantasmer, hein, pas être trop optimiste, et ses limites dans sa forme actuelle. Sa forme actuelle évolue en permanence. Il ne faut pas s'interdire, selon moi, de trouver quelque chose d'héroïque, voire d'historique dans les Gilets jaunes, dans ce mouvement. Il y a certains moments qui resteront dans l'histoire. J'ai en tête l'acte 3, quand vous discutez avec les gens dans la foule le samedi, ceux qui l'ont fait en gardent un souvenir vraiment incommensurable, et ceux qui ne l'ont pas fait ne pensent qu'à ça. Voilà, ils regrettent de ne pas l'avoir fait. Juste une petite anecdote personnelle, j'étais avec un ami ce jour-là, plusieurs, mais un en particulier, c'était sa première manifestation de sa vie. Cadre supérieur, marié, enfant, belle maison, gros salaire, et a voté Macron aux 2 tours. Bon. Un peu déçu quand même, il dit « je vais venir voir ça, les Gilets jaunes, qu'est-ce que c'est ?» On arrive à l'Arc de Triomphe, déluge de gaz, je le vois partir en courant en direction de la sortie, je me dis « bon bah ça y est, ça a duré 5 minutes, montre en main, c'est déjà bien qu'il soit venu, on n'en parlera plus. Je vais recevoir un texto dans 20 minutes, et puis c'est tout. » Et je le vois revenir 5 minutes plus tard, mais remonté, mais vraiment comme un coucou. Quelqu'un lui avait mis des trucs dans les yeux, et ça y est, il était chaud. Il me dit, allez, on y retourne. Là, on y retourne tout de suite. Ça fait très longtemps que je me suis jamais senti aussi vivant. Voilà. Et c'est ça, les Gilets jaunes. C'est clairement un mouvement pré-insurrectionnel. Alors, si je veux faire le lien avec le livre, ce qu'on m'invite à faire aujourd'hui, et ce que je fais de bonne grâce, on va s'intéresser de savoir si ça coche éventuellement les cases, les conditions de possibilité d'une éventuelle révolution. Bon. Mais tout d'abord, on va commencer par un petit peu de symbolique. Il y a beaucoup de symboles autour des Gilets jaunes. Alors déjà, l'objet en lui-même. Quand Éric Drouet a donné l'idée sur son groupe Facebook de le poser sur le tableau de bord pour montrer qu'on se plaignait de l'augmentation du prix de l'essence, il l'a fait tout simplement parce que la boîte à gants c'est là, le tableau de bord c'est là, il y a forcément un gilet jaune dans la boîte à gants. C'est une obligation légale, donc c'était quelque chose de très pratique. Sauf qu'après, à quoi sert un gilet jaune, en vrai? Un gilet jaune, c'est ce qui permet de rendre visible ce qui sinon ne le serait pas, ce qui serait perdu dans l'obscurité. Et celui qui le porte, ça lui donne le pouvoir d'éviter un danger mortel. Voilà. Donc on peut filer cette analogie, elle est d'une évidence claire, mais elle n'était pas au départ. Voilà. Si on continue, on peut se dire que ce sont des gilets Sarkozy, puisque c'est Sarkozy qui les avait imposés, et que tous les gens sont montés de province aux actes 2, 3, 4, 5, dans des cars Macron. Alors, de province à Paris, ou de leur France périphérique vers la préfecture la plus proche, que ce soit Bordeaux, Lyon, Lille, pour passer le samedi là-bas. Donc évidemment, la citation qui était attribuée à Lénine, ils nous vendront la corde par laquelle nous les pendrons, là, prend une illustration complète. Sont des gilets jaunes, le jaune est une couleur, est-ce qu'on est en face d'une révolution de couleur? A priori, selon la définition classique de ce phénomène, non. Voilà, une révolution de couleur, c'est quelque chose contre laquelle les pays se sont réunis en 2014 à Vladivostok dans une réunion à l'appel de la Russie et de la Chine pour discuter de la prévention des révolutions de couleur fabriquées par les États-Unis dans la foulée des printemps arabes et de la révolution de Maïdan en 2014. Là, évidemment, ça n'est pas ça. Ou alors Trump a plus d'un tour dans sa manche et il est vraiment très malin et très discret, mais c'est pas ça. Le jaune, c'est une couleur qui a des significations vraiment particulières, surtout en France, où depuis François Ier, c'est la couleur des cocus. Et par extension,
du coup des traîtres. C'est peut-être pour ça que les syndicats la portent en ce moment mieux que jamais. Voilà à quoi sert le jaune en France dans la symbolique. Alors quand il est fluo, il surligne, d'accord, il priorise, il permet de ne pas oublier. Un peu comme cet Internet, cette révolution technologique qui a permis au peuple de cesser d'oublier. On disait avant qu'un peuple a 6 mois de mémoire vive, à peu près. Tout ce qui est avant du domaine des livres d'histoire, on y va de temps en temps si on est motivé, mais la mémoire vive, c'était à peu près 6 mois. Avec Internet, elle est devenue potentiellement illimitée, en tout cas pour ceux qui s'en servent. Après, le jaune, bon voilà, avant tout, c'est la joie, la chaleur, la lumière du soleil. Tout ce qui fait qu'il y a la vie, tout ce qui fait que la vie perdure, se reproduit. Et le problème, par contre, c'est que ça ne va avec rien. C'était ce qu'avait expliqué Karl Lagerfeld. Voilà, c'est pas très saillant, donc il avait fait sa photo avec son gilet jaune pour promouvoir l'achat des gilets. Cette photo est très fantastique aujourd'hui, elle est pleine de signification. Il est tout en noir, on le sait, c'est son habitude, c'est son style. Et il a ce gilet jaune affreux, il lui viendrait jamais l'idée de porter du jaune fluo ou de faire des robes jaune fluo. Mais lui, il représente quand même la classe supérieure, tout de noir vêtu, un peu comme les costumes très sombres, très noirs de tous les dirigeants, les ministres. Et en face à ces premiers de cordée, on a tous ceux qui ne sont rien, tous ceux qui sont vulgaires et qui donc s'habillent flashy, qui n'hésitent pas à mettre du jaune pour faire un défilé de mode un peu différent tous les samedis. Alors, puisqu'on est dans les symboles, je termine avec les deux symboles évidents qui sont les symboles nationaux. Le drapeau, tout d'abord, symbole unique des Gilets jaunes, au moins au début, symbole de ralliement évident. C'est là qu'on a vu tout de suite qu'on n'était ni en mai 68 ni à Nuit debout. Voilà. Tout autre drapeau au début était non pas banni, mais on suggérait à son porteur d'y aller mollo. Si c'était des drapeaux régionaux, aucun problème. Bien sûr, mais des drapeaux d'appartenance partisane ou syndicale étaient vraiment très mal vus. Et l'autre symbole, évidemment, c'est l'hymne national, la Marseillaise, que vous connaissez tous. Alors au moins le premier couplet, le refrain. C'est un hymne qui est un peu particulier, bien sûr, surtout dans ce contexte, quoi. Le jour de gloire est arrivé, il y a un étendard sanglant, les citoyens doivent prendre les armes, former des bataillons. Alors évidemment, on se souvient c'est le chant de guerre pour l'armée du Rhin, le but était de monter à l'ennemi. Entre-temps, la Marseillaise a pris évidemment une connotation beaucoup plus proche de l'émeute, notamment avec toutes les révolutions françaises qu'il y a eu derrière, 1948, 1870, et ainsi de suite. Il y a notamment les 4 derniers couplets de cette chanson que moi j'adore. Je regrette qu'en manifestation, personne ne chante les couplets alternatifs, qui sont très beaux, notamment les 4 derniers. Il y en a un qui dit « Français en guerrier magnanime, portez mais retenez vos coups, épargnez ces tristes victimes à regret s'armant contre nous. » Bon, voilà, ça s'applique totalement aux forces de l'ordre aujourd'hui, parce que le contexte a bougé, voilà. Mais l'appel à l'émeute reste officiellement interdit, ce qui fait que si vous chantez la Marseillaise en cortège, c'est bon, vous avez le droit. Si vous chantez aux armes citoyens, formez vos bataillons, mais en changeant des mots, dans l'autre sens, en disant la même chose avec d'autres mots, vous êtes dans l'illégalité. Bon. Et dernière petite chose rigolote, dans la série des analogies historiques, celle-là, vous allez peut-être la trouver un petit peu tirée par les cheveux, mais peu importe. La chanson la plus chantée à part la Marseillaise dans les manifs du samedi, c'est Emmanuel Macron aux têtes de... On vient chez toi. Voilà. Bon, cette chanson est née, paraît-il, dans le COP marseillais. Voilà. Donc on est toujours du côté de Marseille. Le COP, pour ceux qui ne savent pas, c'est la tribune derrière les buts où il y a tous les supporters les plus acharnés d'un club. Alors peut-être pour que l'analogie soit totale, peut-être qu'un supporter de Strasbourg, un peu paumé, ou qui venait voir son équipe en déplacement, a soufflé ça aux Marseillais, qui eux l'ont popularisé pour toute la France, comme ça on est vraiment dedans. Alors, qu'est-ce que c'est que le mouvement des Gilets jaunes? C'est un mouvement, très clairement, il est né en 2005, au moment du refus de la France par les Français à plus de 55%, c'est quand même un score énorme, du TCE, du traité constitutionnel européen. C'est là que Étienne Chouard est né en tant que personnalité publique, on en reparlera. Mais ça, c'est comme on a rempli petit à petit la cabane de TNT. Après, il y a l'allumette qui va enflammer le tout. Moi, quand je parlais de révolution, au début, je disais j'écris un livre là-dessus et tout, il y a une cabane, elle est pleine de TNT, un jour, il y aura bien une allumette. On me disait non, il n'y aura jamais d'allumette. Bon, très bien. Il y en a eu une, la goutte d'eau, c'est évidemment l'augmentation du prix de l'essence. Alors, je vous prie de m'excuser. Cette révolte fiscale, c'est un grand classique
dans l'histoire de France, enfin, en France à travers les âges. Un autre classique, c'est la trahison des élites envers un pays étranger, généralement à l'Est, où ils sacrifient le peuple à leurs valeurs. Voilà. Alors leurs valeurs morales ou leurs valeurs en numéraire. Voilà. Parce qu'évidemment, c'est toujours une histoire de gros sous. Dans le livre, je me régale avec tous les antécédents révolutionnaires français, pas que, il y a ceux aussi d'autres pays. Et comme je vous disais tout à l'heure, la mémétique s'en donne à cœur joie. 1789 est mis à toutes les sauces. Mais il y a quelque chose qu'on dit quand même rarement, à chaque fois qu'on évoque la Révolution française, c'est qu'elle est partie d'où? Elle est partie du fait que le roi cherchait une solution pour résoudre un problème de financement public, in fine, une crise de la dette. Bon. Il fallait payer une rente détenue en grande partie par des bourgeois, et il fallait rogner sur les autres ordres privilégiés, les nobles et le clergé, ce qu'ils n'ont pas voulu faire. Bon, ils n'étaient pas prêts à rogner leur rente pour celle des autres. Donc le tiers-état, qui étaient tous des bourgeois, se sont appuyés sur le peuple qu'ils étaient censés représenter, sur les cahiers de doléances, on a encore aujourd'hui des cahiers de doléances, pour faire valoir leur intérêt. L'incursion du peuple dans la Révolution française, c'est la grande peur dans les campagnes, fin juillet, qui mène au 4 août, à la nuit du 4 août et à l'abolition du privilège. Et ensuite, avec le phénomène des sans-culottes. Aujourd'hui, c'est évidemment par le peuple que tout a commencé, comme dans toutes les révolutions qui ont suivi 1789. Bon. Vous avez compris ma phrase, parce qu'il ne veut pas dire qu'aujourd'hui, c'est encore une révolution. Aujourd'hui, les rôles sont à peine redistribués, c'est-à-dire qu'il s'agit toujours de payer la rente des bourgeois, mondialisés, qui pour le coup ont pris la place des aristocrates. Ils refusent de rogner leur propre rente, via la dette publique. C'est aussi le traitement qu'on a fait avec les banques en 2008, et tellement d'autres choses encore. Ils sont aidés pour ça par leur clergé médiatique. Pour le compte du roi, non pas le roi Macron, mais le roi Finance, qui règne sur l'Union européenne, dont la France n'est plus qu'une région, à peu de choses près. Et pour ce faire, pour résoudre ce problème, le roi Finance convoque non pas Necker, mais Macron, et non pas les États généraux, mais un grand débat avec Castaner au bout. Voilà. C'est-à-dire, si ça ne vous plaît pas, vous connaissez le résultat. Alors qu'on est dans une situation terrifiante. Phase finale de l'esclavage par la dette. Vente à la découpe du pays, autant que possible, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. On s'attaque aux vaches à lait, à tout ce qui était jugé invendable. Bon. Les autoroutes qui ont été vendues il y a longtemps, c'est Christian Combas qui racontait ça parce qu'il prenait sa voiture un samedi. Une route avait été, le péage avait été ouvert par les Gilets jaunes, donc Vinci a fermé la route, comme si elle était en travaux. Vous ne voulez pas la payer, vous ne pourrez pas l'utiliser. Et là, la privatisation, comme il a dit, a montré son vrai visage, d'accaparement. On a l'impression que c'est toujours un service public, que rien n'a changé. Mais en fait, beaucoup de choses ont changé. Sur le fond, il y a plein de raisons, évidemment structurelles, qui remontent très loin pour expliquer les Gilets jaunes. Mais pour expliquer la situation actuelle, en tout cas, il y en a une qui surperforme tout, c'est évidemment l'euro. Voilà. Je ne suis pas là pour faire quelque chose sur l'euro, je ne vais pas détailler. Il y a des choses dans mon livre, sur mon blog, parce qu'il y a des chapitres supplémentaires au livre sur le blog. Évidemment, je renvoie les gens à toutes les bonnes sources sur ce sujet. Il y en a suffisamment. On sait que par l'impossibilité de dévaluer, on est obligé de faire une dévaluation interne, c'est-à-dire baisser les salaires, baisser les prestations sociales, baisser les services publics, pour essayer de rester compétitif. Notre meilleure arme économique est entre les mains des Allemands, qui n'ont pas les mêmes intérêts que nous. Et donc, le problème est vraiment très important. Vous avez 80% des gens qui soutenaient les Gilets jaunes au début, un peu moins aujourd'hui, peut-être autour de 50%. Et il n'y en avait que 30% qui étaient prêts à sortir de l'euro. Donc il y en a 50% entre les deux, qui sont soit schizophrènes, c'est la thèse de Michel Drac, soit, selon moi qui suis un petit peu moins sévère, ils sont sous-informés. Voilà, ils ont peur, parce qu'ils ne peuvent pas allumer leur télé ou leur radio sans entendre que ça va être le chaos. Bon, et ils doivent encore intégrer ça. Les Gilets jaunes, c'est une révolte de cette France périphérique. J'apprends rien à personne, le concept de Christophe Guilluy, isolé vraiment dans des demi-déserts. Il s'est recréé une fraternité au rond-point. C'est un peu les nouveaux bistrots. Ça a resocialisé beaucoup de monde, beaucoup de gens qui en avaient besoin, vraiment, un besoin viscéral. Il y a eu des rencontres, il y a eu des mariages. Il y a des communautés fraternelles qui sont unies dans la diversité, qui sont solidaires, chacune avec sa spécificité locale. Donc on est vraiment en France. Et c'est ça qui fait que le retour en arrière sera vraiment compliqué. Il y a une solidarité dans l'épreuve qui s'est vraiment faite à l'épreuve des manifestations. Et c'est ce mot d'Étienne Chouard qui disait la honte d'être pauvre se transforme en colère quand on s'aperçoit qu'on n'est pas seul.
Et les Français avaient cette colère en eux, cette violence que parfois ils retournaient contre eux par le suicide. Et ils ont décidé, en se rencontrant, en voyant qu'ils n'étaient pas seuls, de retourner cette violence contre ceux qu'ils estiment responsables de leur situation. Alors, j'ai dit tout à l'heure, les Gilets jaunes, c'est pas mai 68, ni Nuit debout. Je peux dire juste un petit mot là-dessus. Mai 68, déjà, c'est la rive gauche, presque exclusivement, à part un petit passage du côté de la Bourse. Bourse qui, aujourd'hui, d'ailleurs, personne n'a eu envie d'y aller, ça n'a plus aucun sens. Ça appartient à JL Events et ça organise des soirées d'entreprise. Aller un peu de choses à Euronext, et puis c'est le cloud, et c'est dans toutes les salles de marché de toutes les banques. Donc ça n'a plus de sens. Parler de mai 68, enfin mai 68, c'est cette explosion d'une liberté contrainte. Voilà, l'économie allait très très vite, la société évoluait pas en même temps. Voilà, c'est pas cette révolte qu'on voit aujourd'hui de la pauvreté, de la dépossession et du déclassement. Aujourd'hui, en plus, la société est beaucoup plus violente et le gouvernement a beaucoup moins de pouvoir qu'à l'époque. Il est surplombé par Bruxelles, il n'a aucune marge de manœuvre financière. C'est complètement autre chose. C'est pas non plus Nuit debout. Alors, Nuit debout, qu'est-ce que c'était? C'était le mouvement Occupy avec du retard. C'est-à-dire que la France avait loupé le train d'Occupy en 2011. Il y avait eu un petit truc à la Défense, mais ça ne ressemblait pas à grand-chose. Ils se sont rattrapés 5 ans plus tard, quand même, en prenant la République toutes les nuits, au lieu de la faire tous les jours. Alors, cette stratégie-là, c'est quand même de bloquer des points nodaux, c'est-à-dire d'empêcher de la circulation, de gêner le fonctionnement d'une ville par sa présence. Nuit debout ne faisait pas ça du tout. Nuit debout occupait le soir et la nuit parce qu'ils pouvaient dormir le lendemain matin. Et la sociologie des gens qui étaient là. Les Gilets jaunes, dans ce sens-là, ne sont pas du tout les héritiers de Nuit debout, ils sont beaucoup plus les héritiers et continuateurs des bonnets rouges. Voilà. C'était un autre phénomène, ça n'a pas duré très longtemps, mais on avait ça. À Nuit debout, moi en plus j'ai mes bureaux à côté de République, donc vraiment quand ça s'est fait, j'y allais très souvent, je suis allé voir, j'ai beaucoup discuté avec eux, j'ai passé du temps. Il collait totalement aux catégories de Christophe Guy, lui, c'est-à-dire les bobos de cette classe moyenne, un peu déclassés, des petits intellectuels semi-prolétarisés, totalement urbains. Ils adoptent tous les codes des grandes métropoles, et c'est ça leur priorité. Et ils n'ont réussi qu'à singer la lutte des classes, selon leurs critères métropolitains extrêmement limités. Ils ont l'image d'une superposition de luttes. Voilà, elles existent, on les superpose. Une fois qu'elles sont bien superposées, quand on a fait un bon sandwich, on fait converger tout ça. On ne sait pas comment, mais il y a le combat des femmes avec la zone non mixte. Voilà, ça c'est très bien. Il y a le combat des avocats, le combat des sans-papiers, évidemment, presque un stand sur 3, les LGBT et tout ça. Tout ça dans une ambiance très folklorique. De djembé. Alors moi j'ai rien contre le djembé, j'en joue, j'adore ça, mais quand ça empêche une assemblée de s'exprimer et que personne dans l'assemblée n'ose arrêter les djembés pour pas risquer d'être mal vu, au final personne ne comprend rien à rien et ça n'a pas pu avancer. Pourtant, donc ces gens-là n'étaient pas du tout dans l'imagination d'une lutte unifiée d'emblée par l'appartenance nationale. Ça, pour eux, c'était impossible à imaginer. Une lutte cohérente et interclassiste, comme l'ont été les bonnets rouges, où il y avait des petits salariés, des petits patrons. Macron, en tant que ministre sous Hollande, et maintenant encore plus, a pourtant réussi à mettre tout le monde contre lui. Voilà. Chômeurs, petits salariés, petits patrons, agriculteurs, petits cadres, énormément de fonctionnaires. Dans un pays qui détient le record des dividendes, alors qui bat son propre record de versement de dividendes chaque année, et qui l'année dernière, si j'ai bien compris, les titres de la presse, a battu le record mondial. Alors, toujours une affaire de gros sous dans les rues et dans les ronds-points. La première revendication, c'est le pouvoir d'achat, c'est le nerf de la guerre. Alors, tout le reste en découle. Les revendications démocratiques les plus poussées ont comme objectif final de permettre d'augmenter son pouvoir d'achat. Autant le décider nous-mêmes, si les autres ne le font pas pour nous. Voilà, on en est là, pour l'instant en tout cas. Mais dans un pays comme la France, dans sa situation actuelle, la question du pouvoir d'achat se complique. C'est que les gens sont mus uniquement par la crainte du chômage. Voilà, ils ne se lèvent pas le matin par amour de leur travail, pour la plupart, ou parce que la paye est vraiment très bonne. Ils se lèvent parce qu'ils ont peur du chômage. C'est le bâton sans la carotte. Ils ont des problèmes pour manger, pour se soigner, alors qu'ils travaillent. Ils ne partent pas en vacances, donc quand on leur range sur le déplacement qui est incompressible, qui permet à la grand-mère d'aller garder les petits-enfants, qui permet de fluidifier un tout petit peu la vie, qui permet d'aller travailler évidemment, là, c'était l'explosion. Alors, cette catégorie de la France périphérique de Guy Lui correspond pas mal à la catégorie du national populaire
de Gramsci, que Gramsci décrivait comme cohérente et pas dangereuse en elle-même. C'est-à-dire c'est le peuple, quoi. Il est simple et il est calme tant qu'on le laisse tranquille. Voilà. Bon. C'est ça qui explique en grande partie le soutien populaire énorme qu'a eu ce mouvement sur sa durée. Aucun mouvement n'a duré aussi longtemps et n'a eu un tel soutien. Donc il faut comprendre cette persistance, parce que les Français, les Gilets jaunes, ce bloc national populaire, voient depuis 30 ans toutes les minorités braillardes obtenir ce qu'elles veulent, à condition de brailler suffisamment. Les Gilets jaunes l'ont compris, ont commencé à brailler. Sauf qu'eux sont très nombreux, et ça fait au moins 30 ans qu'ils se retiennent. Donc ça explose d'un coup. Ils braillent très fort, mais ils n'obtiennent rien. Donc le décalage ne fait que se creuser de plus en plus. Alors, je vous propose un petit déroulé, parce qu'il faut peut-être se rafraîchir la mémoire, je vais faire ça très rapidement, de tout ce qui s'est passé depuis le début. Vous allez voir, c'est rapide. Moi, j'ai écrit une prospective donc, dans le livre avec un récit à 5 ans, mais quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, on me demandait mon avis, j'avais peur de dire des choses qui allaient être caduques le samedi d'après. Vraiment, ça me terrifiait. Et c'est passé, ça, petit à petit, au bout de quelques actes, car la tendance était la bonne. Alors, au début, occupation de rond-point, acte 1, personne ne s'attendait à un tel rassemblement. Guy Louis, superstar, validé, terminé. Acte 2, 3 et 4, on est carrément dans de l'insurrection pure et dure. Le mot d'ordre, c'est révolution, le mot d'ordre, c'est Macron démission, tous à l'Élysée, c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Les gens sont chauds partout en France, et la violence policière est immédiate, c'est-à-dire dès le matin du premier jour. Voilà. Le but, évident, était de dire aux Gilets jaunes, rentrez chez vous et ne revenez pas, il fallait leur faire peur à tout prix. Au final, c'est Macron qui a eu peur. Avec ses ministres, il a paniqué, il a parlé à la télé, fait des pseudo-concessions, il avait un hélicoptère qui attendait juste au-dessus, et ses ministres, d'après les confidences qui ont été faites dans les journaux, avaient très peur pour eux. Du coup, acte 5, tactique policière assez massive d'empêchement, c'est-à-dire empêcher la manifestation en bloquant les accès à Paris. En bloquant les péages, où les gens ont passé la journée, et ensuite on leur a intimé l'ordre de repartir dans l'autre sens, et en bloquant les gares, mais non pas les gares parisiennes, parce que ça aurait été compliqué, mais les gares de départ. Donc des trains sont partis vite de Bordeaux, des trains sont partis vite de Lille, pour que ces gens-là n'arrivent pas à Paris. Voilà. On a toutes les vidéos. Acte 6, 7, 8, les Gilets jaunes ont compris, sont réactifs, et retour de l'esprit insurrectionnel, plein pot, avec des tactiques d'évitement. Je suis à Versailles, je suis à Montmartre. Je suis aux Champs-Élysées, en fait non, je suis devant BFM TV. Voilà. Ça a été ça pendant 2-3 semaines, et ça a culminé avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure avant de commencer, l'épisode du Transpalette et du boxeur Christophe Détinger. Voilà. Donc là, c'était très chaud. Depuis, acte 9 à 16, on a à peu près le même fonctionnement. Ceux qui organisent les manifs, qui les coordonnent, choisissent stratégiquement d'accepter de suivre des trajets de manifestation déclarés, pour qu'il y ait un maximum de monde. On est dans une guerre de l'image, il faut qu'il y ait un maximum de monde. Il ne faut pas que le mouvement s'essouffle, donc ces gens-là pensent que si c'est calme, il y aura du monde, et donc il faut que ça reste comme ça. Il y a une autre frange qui est plus radicale, qui elle cherche toujours à dévier, à faire des manifestations sauvages, à droite ou à gauche. Le scénario est à peu près toujours le même, il y a une grande manifestation dans un calme relatif, avec quelques tensions. La stratégie évolue du côté de la police, on avait la NAS permanente à l'acte 15, donc la police a encadré vraiment tout le cortège, ceux qui étaient devant étaient au contact des CRS pendant toute la durée du cortège, et voilà. Et à la fin, quand ça arrive, on arrive sur une place, à 17 h, les CRS sifflent la fin des hostilités, et c'est là que les hostilités commencent pour de vrai, évidemment, puisque les gens ne veulent pas partir, et il y a du grabuge. Je tiens à témoigner, on dit souvent que les manifestants démarrent les exactions, les jets de pierre, et les CRS ne font que répondre. Voilà, avec tout le respect que j'ai pour la police de ce pays, c'est pas toujours vrai. Voilà, je vais le dire comme ça. Quel est le bilan de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Il y a un premier objectif qui est atteint, c'est de former une famille. Ça, c'est fait. Se retrouver pour chanter ensemble, être ensemble, se faire gazer ensemble. On y prend goût. Énormément de gens, ça me gratte un peu, énormément de gens qui étaient des pacifistes, mais vraiment, ils avaient le pacifisme chevillé au corps à l'acte 1, à l'acte 2, ont oublié ça complètement à l'acte 3. Bon, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. C'est la magie aussi de la rencontre en direct. Dans tous les cercles de l'Internet, on se dit quand est-ce qu'on va se rencontrer, quand est-ce qu'on va se parler, quand est-ce qu'on va faire autre chose que regarder des vidéos sur Internet, bah ça y est, c'est fait. On a crevé l'écran, voilà. L'écran qui nous a bien servi pour nous documenter, pour échanger plein de choses, pour constater qu'on n'était pas seul. Mais maintenant, on va le voir pour de vrai. Et ça change tout, sans le trollage,
sans ces discussions interminables sur des micro-points de détail parce qu'on n'est pas en face, ces insultes faciles et tous ces débats stériles. Moi, à chaque fois, je suis étonné du temps que des gens passent à répondre à des commentaires, c'est de la folie. Et quand vous allez sur les groupes Gilets jaunes, en fait, vous vous rendez compte que ça ne sert à rien d'écrire dessus. Vous avez quelqu'un qui a envoyé quelque chose, vous trouvez ça très bien, vous le dites, vous êtes le 850e, personne ne verra jamais votre commentaire. Bon, il y a 2000 personnes qui en écrivent, personne ne le lira jamais, ça n'a pas de sens. Le sens de ça, c'est la coordination pour se retrouver en vrai. Et les gens parlent de tous ces sujets-là en vrai. Ils ont une stratégie collective implicite dès le début, même totalement explicite au début, qui était CRS avec nous, allez les bleus, posez vos casques et puis on va ensemble terminer cette histoire. C'est clairement insurrectionnel. C'est totalement révolutionnaire. Qu'est-ce qu'on fait une fois que la police a posé les armes? Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête là? Évidemment que non, on va jusqu'au bout. Cette stratégie, assez rapidement, quand on a vu que la police ne poserait pas ses affaires et que Macron les a augmentées, la stratégie est devenue une guerre de l'usure. Voilà. Les faire poireauter, les rendre fous, les mener au moins jusqu'au printemps, l'augmentation de la chaleur, le passage à l'heure d'été. Voilà, faire durer. Et pour que cette stratégie puisse perdurer. Donc le temps joue pour les Gilets jaunes. Et on le voit, c'est-à-dire qu'on a pu se dire non, ça va, pendant 14 actes, les CRS faisaient bien leur boulot. Ils se tenaient, acte 15, bagarre entre CRS, acte 16, bagarre entre CRS, dans différentes villes de France. Donc ça commence à mal partir. L'invention du cacatof, alors ça, faut en parler. Là, on est dans la guerre d'usure, vraiment de souillure, en fait. C'est... Comment dire? Alors, c'est un vieux truc, ça traîne depuis longtemps dans les manuels d'insurrection qui traînent dans les ZAD, que les gens se refilent. À Sivins, on avait expérimenté, je dis eux avaient expérimenté la cacapulte. Ils avaient envoyé un peu quelques matières sur les CRS. Et le Venezuela a fait ça plutôt bien de manière organisée, avec une formule. Voilà. Il y a une recette, en tout cas. Ça s'est arrivé jusqu'à nous. Voilà, donc ça traverse le monde, c'est merveilleux. Et pour eux, c'est une catastrophe. Parce que pour un qui se le prend, c'est 1000 qui ont peur de se le prendre. Et c'est suffisant. C'est largement suffisant. À Marseille, samedi dernier, quand même, il y a la compagnie de CRS de BAC, les BAC, pardon, qui se sont fait attaquer au Kakatov. C'est comme ça, c'est pas copyright. Ont passé tout le reste de l'après-midi comme ça, jusqu'au retour à leur commissariat. Vous savez comme moi, j'imagine que les commissariats sont à peu près tous dans un état de délabrement total. Ce commissariat-là n'avait pas une plomberie qui fonctionnait. Ils ne sont pas pu se laver. Ils sont allés dans leur garage où il y avait un jet d'eau glacée. Il est 22 h, ils étaient sur le pont depuis 4 heures. On leur a chié dessus 5 heures avant ou 6 heures avant. Comment voulez-vous que ça se passe bien? Bon, c'est pas possible. Alors, du coup, la tactique policière, les gens, on voyait ça dès les premiers actes, les gens sont au courant, c'est-à-dire dès le début, des gens, des petits vieux, tout le monde sait ce qu'est une NAS, tout le monde sait comment fonctionne un cordon de police, tout le monde voit bien très vite comment on quadrigue une place, et les gens, évidemment, échangent énormément là-dessus. On sait reconnaître, dès l'acte 2, tout le monde sait ce qu'est une GLI F4, voilà. Ça fonctionne très bien. On se coordonne en direct via Facebook, Facebook Live, qui permet de tout voir et on ne peut pas effacer dans l'appareil de la personne la vidéo qu'elle vient de prendre, c'est trop tard. WhatsApp et Telegram pour le côté crypté. Et puis 2-3 initiatives personnelles sympathiques. J'aimerais citer l'ami Sylvain Baron qui, au moment où je sortais le bouquin, avait fait un petit plan du 7e arrondissement qu'il avait publié avec voilà, qui est où, qui est quoi, qui protège quoi. Dans telle rue, c'est large, c'est pas large, il faut plutôt faire ci, faire ça, c'était très sympa. Mais bon, ce qu'on constate quand même avant tout, c'est les violences policières. Le système se défend beaucoup mieux qu'il ne gouverne, il estropie, à qui mieux, et vraiment avec une morgue qui moi, me sidère. À la fin de mon livre, je vous l'ai dit, il y a donc une petite fiction qui raconte l'épisode de la Révolution. Si dedans, j'avais mis un ministre de l'Intérieur aussi dingue que Castaner et des gens qui mettent de l'huile sur le feu en permanence comme M. Griveaux, on m'aurait dit « Fabrice, arrête, c'est pas sérieux ton truc, c'est totalement fantaisiste, personne ne fera autant d'erreurs. » Et pourtant, ils les ont toutes faites, c'est pas moi. Donc la réalité a largement dépassé la fiction.
de l'autre côté, la tactique, à proprement parler, des gilets jaunes. Bon, ça reste quand même classique. C'est le jeu, le jeu du chat et de la souris quand on est dans une manif ambulatoire. Le mouvement mondial était d'occuper des points nodaux de circulation, empêcher des déplacements, perturber une ville. Là, les gilets jaunes qui ont des voitures et qui ne sont pas les cyclistes de nuit debout ont choisi d'occuper les ronds-points qu'ils avaient à côté d'eux pour les filtrer. À Paris, c'est l'Élysée directement qu'on cible au premier round. On va au Champ parce qu'on ne peut pas aller à l'Élysée, on va à la Madeleine parce qu'on ne peut pas à l'Élysée. On se replie sur les grands magasins parce qu'on se fait repousser là, mais les gens qui y sont n'ont qu'une envie, c'est retourner dans l'autre sens. Donc, ils ont visité à peu près tous les coins de Paris, même certains coins de banlieue proches. Là, ils ont visité la rive gauche depuis 10 actes, jusqu'à ce que la carte soit vraiment complète. Bon, et puis là, on verra bien où ça va s'arrêter. En province, on a vraiment un phénomène très intéressant, c'est que tout se passe dans les très grandes villes. C'est vraiment des périphéries qui se réunissent dans la grande ville la plus proche. Des villes qui sont totalement bourgeoises, qui a priori ne se révolteraient pas, leur centre-ville, c'est pas celui qui va se révolter. Bordeaux, Rouen, Toulouse, Lyon, bien évidemment. Alors on a Lille aussi, qui est très fort. Et même moi, je m'attendais, si vous voulez, dans ma fiction, à ce que les villes en tête soient Nantes, Rennes, Grenoble, c'est-à-dire des villes qui ont une grosse tradition de manifestations, de casse, des grosses communautés Black Bloc, Antifa. Bon, non, il se passe un peu des trucs à Nantes, il y a eu 2-3 trucs à Rennes. À part ça, vraiment, c'est totalement décevant. Donc on a évidemment des conclusions à en tirer. Ce mouvement, donc je vous le disais, est unitaire, tout ce qui divise est banni. Mais ces appartenances quand même ressurgissent au fil des actes. Toutes les structures en dur, que ce soit des partis, des syndicats, évidemment tiennent le choc. Au début étaient très discrets et puis se sont imposés petit à petit. Donc on a eu beaucoup d'antifa aux actes 14, 15, vraiment beaucoup, très structurés, et puis les syndicats de gauche, les partis d'extrême gauche type MPA. Mais on ne demande toujours pas à côté de qui on manifeste, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pour qui tu as voté aux dernières élections. C'est une question qui ne se pose pas, ni le samedi dans les manifs, ni dans les AG locales. C'est la question bannie. D'accord ? Quand on croise des gens louches en manifestation, on s'écarte et on laisse passer qui Black Bloc, qui facho. J'en ai vu un groupe de 10, c'est pour ça que sinon j'en ai pas vu. On s'en écarte et c'est tout. Et on reste sur des slogans très simples et très unitaires. Le reste du temps, on fait de la métapolitique accélérée. On parle de tout, comme je vous le disais, et notamment on est en train il y a des impensés qui sont en voie de résolution. Il y a l'Union européenne qui était la grande absente de tous les débats, on en parle beaucoup, et il y a évidemment l'immigration qui était ce qui empêchait la convergence théorique des oppositions en France. Ce débat migratoire s'était déshystérisé sous l'impulsion notamment de Jean-Luc Mélenchon pendant sa campagne présidentielle. Il s'est réhystérisé depuis, grâce à Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie depuis l'élection présidentielle, et aussi grâce à tous ces groupes, je vous disais, dans les manifs proprement dites, qui arrivent avec leur structure et donc avec leur slogan. Et après, en fonction des zones, moi, typiquement dans ma zone, on est plutôt sur l'antiracisme, sur donc ma zone c'est le 93, plutôt sur l'antiracisme, sur la hausse des frais d'inscription des étudiants étrangers à la faculté, vous voyez. Mais des fois, j'ai envie de leur dire, bah d'accord, mais on est vraiment loin des revendications de départ quand même. Quoi qu'il en soit, ce qui est rigolo avec ce qui s'est passé ces derniers temps quand même, c'est que vous avez un paquet, parce qu'ils sont très nombreux, de profs, ex-profs, fonctionnaires, retraités de la fonction publique, des gens de la CGT, ex-CGT, tout ce que vous voulez, qui rien que par leur appartenance aux Gilets jaunes, depuis 2 semaines, se font traiter d'antisémites. Et ça leur fait vraiment bizarre. Ils n'ont pas l'habitude. Vraiment, ils tombent de leur chaise. Alors, ils ne comprennent pas. Donc, ils sont en train de comprendre. Bon, est-ce que derrière, ils vont comprendre que cette accusation affamante servait aussi pour d'autres gens qu'eux et qu'ils doivent peut-être la remettre en cause aussi pour ces autres personnes-là? Pour le moment, on n'y est pas. Mais là, en ce moment, ils encaissent. Voilà. Et c'est très dur pour eux, mais ça fait partie de cette évolution, voilà, qu'on ne peut pas empêcher. Ce qui est caractéristique aussi de ce mouvement, c'est pas de représentants. Voilà. Le mouvement n'en veut pas, n'en voudra pas de sitôt. Et ça, c'est spontané, c'est vraiment tout le monde est d'accord. Et tous les gens qui ont essayé de se lancer ont échoué. Alors, c'est cet aspect désordonné et pas structuré qui les rend insaisissables, qui fait la survie du mouvement, qui fait qu'il dure encore, que son efficacité n'est que relative, mais qu'il est toujours là. C'est ça qui est le plus important. Mais à terme, il faut toujours avancer. Voilà, on reste dans le rêve éveillé tant qu'on ne va pas trancher dans le vif à un moment donné.
dans un sens ou dans un autre. La revendication du référendum d'initiative citoyenne, seul risque de ne pas suffire. De toute façon, comment l'obtenir? On n'obtiendra strictement rien de Macron. En attendant la suite, il faut sans cesse du nouveau pour durer. Et à un moment ou à un autre, ce nouveau, ce sera la structuration. Le mouvement est en voie de structuration, dans la quête de l'esprit d'origine. Surtout pas de chef proclamé, encore moins autoproclamé, mais ce système d'assemblée des assemblées. Donc on a fait Commercy en janvier, une plateforme qui en est sortie, et est prévu Saint-Nazaire début avril. Voilà, donc on monte comme ça, et dans l'intervalle, il y a des structurations. À certains endroits, ça va être quelques ronds-points, à certains endroits, ça va être à l'échelle du département, à d'autres, ça va être à l'échelle de la région. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place en ce moment. C'est un mouvement maladroit, évidemment, tâtonnant, mais mûr, complètement adulte, de gens qui travaillent. Où sont les gilets jaunes? Moi, j'en vois pas. J'ai discuté avec un représentant syndical lycéen qui nous expliquait que les manifs en semaine, aucun problème. Ça permet de sécher les cours, c'est très très bien. Mais le samedi, non, on joue à la console. On lui a dit, mais tu blagues. Non, non, non. Il dit, c'est comme ça. Et il les représente. Hein. Bon, donc, bien. La banlieue est là aussi. Ça, c'est très important. Ce qui n'est pas là, forcément, c'est les quartiers. Voilà. Mais à Paris, le samedi, évidemment, c'est de la banlieue. Donc, c'est un mouvement pré-insurrectionnel qui avancera le jour où cette structuration permettra à toutes ces forces qu'il constitue de faire la même chose le même jour, le même blocage, la même grève générale. Le problème de la grève générale, c'est qu'il faut des syndicats et... Voilà, je vous laisse finir la phrase, mais que la structuration donne quelque chose, éventuellement un parti, ça ne changera pas le fait qu'il n'y a aucune porte de sortie en vue, institutionnelle, politique, surtout avec l'euro. Donc extinction du mouvement ou explosion générale, ou alors extinction en vue d'une explosion future. Ce qui est la thèse que moi j'ai choisie dans mon bouquin, un premier mouvement massif qui explose et qui ensuite donne un mouvement suivant. Excusez-moi. Oui. Il y a des exemples historiques de ça. Le plus connu, c'est la Russie tsariste, où il y a une première révolution en 1905 qui échoue et qui va tout mettre en place pour la révolution suivante de 1917. Il y a un effet d'expérience et de ressentiment, il y a beaucoup de martyrs, il y a beaucoup de choses dont on se sert pour ranimer la flamme le moment venu avec l'expérience du mouvement précédent. On ne repart pas de zéro. Voilà. Aujourd'hui, je vous le disais, plein de pacifiques sont devenus vraiment enragés, casseurs, potentiels casseurs, en voie de radicalisation accélérée. Le mouvement peut mourir et reprendre au décuple dans quelques années, mais peut-être avant. Parce que là, dans l'immédiat, qu'est-ce qu'on va voir? L'acte 18, il y a l'acte 17 entre les deux, l'acte 18, le 16 mars, tout le monde doit venir à Paris, y compris les Belges qui sont déjà venus à Lille la semaine dernière. Donc, ça va être une manifestation énorme, il y aura donc forcément un acte 19, même si l'acte 19 est un fiasco, il y aura un acte 20 pour ne pas en rester là. Donc on peut prévoir au moins 20 actes, et là, on est au printemps. Le printemps commence, il y a beaucoup de sit-in qui vont être organisés, c'est-à-dire d'occupation, parce que les marches cadrées, c'est bien, mais il y a beaucoup de gens qui ne s'en satisfont pas. Après, on ne sait pas. Ma thèse dans mon livre, c'est que le véritable déclencheur de tout ça va être la prochaine crise financière. 2019, disent certains, la rentrée, c'est toujours à la rentrée ces choses-là, 2020, il y a à peu près 7-8 ans depuis 73 entre toutes les crises. La dernière, c'était un cycle avec bond et rebond qui s'est fini en 2011. Donc ça fait très exactement 8 ans. Voilà, les taux mettent un petit peu de temps à remonter, mais ils remonteront, ils ne peuvent pas rester là. Donc à un moment, on arrivera à ce point de bascule qui va nous amener à la prochaine crise financière. On sait qu'il y a des dispositifs législatifs qui ont été mis en place pour la ponction sur les comptes. Alors, pudiquement, on dit les créanciers de la banque, sauf que les créanciers, ce n'est pas juste les gens qui ont acheté des obligations. Avec le droit bancaire, c'est n'importe quel client. On a une garantie à 100 000 € qui est totalement illusoire. En fait, c'est plutôt une garantie à 5 000 € si on regarde les montants. Donc tout ça n'ira pas bien loin. Il y a des gens qui vont perdre gros si ça se produit de cette manière-là. Beaucoup de têtes pensantes, notamment des gens qui ont des moyens, qui n'ont pas vu le truc venir, ils passeront peut-être de l'âne diplômé, comme disait Christopher Lasch, c'est-à-dire la personne qui est à la fois très intelligente, très bonne dans ce qu'elle fait, très diplômée, mais en même temps très bête sur tout un tas de sujets. Ils passeront de l'âne diplômé au conscientisé, donc si je veux parler comme un marxiste, ils deviendront sujets révolutionnaires et potentielle élite d'après. Ce qu'on peut prévoir sans trop risquer de se tromper, c'est toujours plus de répression policière, toujours plus de régulation des réseaux sociaux, de censure,
avec l'aide évidemment des GAFA, mais la technologie va trop vite, c'est-à-dire une application devient inutile, pouf, voilà la suivante. On a VK, on a Rutube. Donc ça, c'est peine perdue, c'est refaire les serrures comme Louis XVI en 1789. On peut prévoir aussi un tour de vis supplémentaire d'austérité bruxelloise, ça on le sait, c'est garanti sur facture. Encore des privatisations jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Il n'y a aucune raison que ça s'arrête. C'est l'argument majeur pour lequel j'ai voulu faire ce livre, c'est parce que je me suis dit, mais il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Ils iront au bout, quoi qu'il arrive. On le sait. Et visiblement, le phénomène gilet jaune ne les empêche pas. Ils continuent. Alors après, il y a des gros doutes. Beaucoup de gens doutent. Dans les cortèges, on dit, oui, la révolution, pourquoi pas, mais il n'y a pas d'élite de remplacement. Qui mettra la place? Pour mettre quelqu'un d'autre qui va faire la même chose? Moi, ce que je réponds quand on me dit ça, c'est évidemment que non. Si on déboulonnait Macron, et que 5 minutes après, on remettait Macron, en lui disant, attention, évidemment qu'il ne ferait pas la même chose. On remettrait Sarkozy, évidemment qu'il ne ferait pas la même chose. Ils auraient été quand même un petit peu échaudés. Bon. Après, je ne sais pas si ça ferait tout, mais bon, peu importe. Et puis évidemment, il y a le plus gros doute de tout, ce qui est si on se lance dans quelque chose d'un désordre, vraiment un véritable désordre, il peut dégénérer en guerre civile. Ça, c'est la crainte principale de beaucoup de gens. Moi, j'ai plutôt un tempérament optimiste, donc je ne vais pas là-dessus. Mais je comprends qu'on y pense, beaucoup de gens m'en parlent. C'est pas le sujet ici, en tous les cas. Voilà, moi j'ai choisi la version optimiste. Alors, je vous dis, dans les cortèges, beaucoup veulent faire la révolution. Est-ce que c'est légitime de nourrir un espoir révolutionnaire avec les gilets jaunes? Est-ce que c'est souhaitable? Dire la violence révolutionnaire, on l'imagine toujours parfaite, contenue, juste, efficace, bien dirigée, au bon moment, sans victime collatérale. Voilà, c'est parfait. Il y a un type à abattre, il est abattu. D'ailleurs, il est mort tout seul, il est tombé de sa chaise. C'est très bien. Maintenant, on peut passer à l'étape suivante. Évidemment, ça ne se passera pas comme ça. Il y a forcément des victimes collatérales à ce genre de choses. Et on est dans une société de la non-violence, une société aseptisée. Les gens n'acceptent pas déjà de faire face à leurs problèmes. Ils se noient dans le divertissement à tout prix, dans les produits chimiques. Et donc, cette acceptation de la violence que les gilets jaunes ont totalement intériorisée, il y a tout un reste de la population qui n'est pas prêt du tout à ça. Et est-ce que c'est crédible, malgré tout, de parler de révolution, juste évoquer l'hypothèse? Bon, après, je renvoie les gens au livre. Hein. Mais c'est un phénomène tellement complexe, tellement multifactoriel. Je pense que c'est peut-être le phénomène le plus multifactoriel qui soit. Il est imprévisible. Même ceux qui ont fait les révolutions ont toujours été incapables de les prévoir. Donc, en fait, c'est une hypothèse qu'on peut faire tranquillement, quand toute décontraction ne risque rien. Moi, je l'ai vraiment pris comme un exercice de style. Il se trouve qu'avec les événements, il a pris un peu d'ampleur. Alors, est-ce qu'il me reste beaucoup de temps Alors, on parle ce mot révolution, je sais que tout le monde a une idée en tête différente de ce que c'est, mais vous avez à peu près tous raison. Je ne me lancerai pas dans une définition extrêmement longue parce que ça n'aurait pas de sens, mais c'est un renversement rapide, brutal des rapports de force. À l'origine, c'est ce côté cyclique, restauration, c'est le sens de la première révolution anglaise, la glorieuse révolution. C'est le passage d'un équilibre social à un autre, via une émeute, une révolte, un putsch, un prononciamento, ce que vous voulez, ou tout ça en même temps. On sait que c'est une révolution quand le pouvoir tombe comme un fruit mûr. Tout ce qu'on croyait vraiment, vraiment infini, qui allait durer vraiment jusqu'à qui allait nous enterrer tous, eh bien, tombe du jour au lendemain. Sous des coups qui n'ont pas été portés le jour même, mais qui ont été portés dans les années qui ont précédé, dans les décennies qui ont précédé. Et on s'en aperçoit à ce moment-là. La révolution, c'est donc ce phénomène total. Il est un peu comme Janus, il regarde devant, derrière, il permet la nouveauté, le progrès, la conservation. Voilà. On peut se battre pour conserver quelque chose, et si pour conserver quelque chose, il faut inventer quelque chose de nouveau, eh bien on va le faire, on va mélanger tout ça, on ne va pas réfléchir en termes de progressisme conservateur. Tout ça n'a plus aucun sens, comme je le dis notamment dans mon bouquin, évidemment je ne suis pas le seul. Alors c'est Bernard Charbonneau qui écrivait, voilà, toute révolution est aussi forcément une réaction contre les nouveautés, les progrès accomplis par la partie adverse, par le pouvoir qu'on a envie de renverser. Dans tous les soubassements des révolutions, il y a des rapports de force non résolus. Devraient l'être, ils ne le sont pas. Il y a des ascensions légitimes qui ont été contrariées, des ascensions qui ont été légitimées par le pouvoir en place, qui dit allez-y, faites-nous confiance. Mais en fait, ça ne marche pas, il y a trop de blocages. Il y a des frustrations et des décalages. Ce n'est pas la pauvreté absolue, la famine qui lance les révolutions.
On parle souvent de 1788, la famine, pour dire, voilà, c'est ça qui a lancé la Révolution française. Pas vraiment. Sinon, toutes les famines qu'on a eues avant auraient potentiellement lancé une, ce qui n'a pas du tout été le cas. Quand on crève de faim, on passe son temps à essayer de savoir comment ne plus crever de faim, comment nourrir ses enfants. D'accord, comment ne pas mourir. On ne se pose pas la question de révolutionner. C'est les privations relatives qui lancent ce type d'événement. Ça donne les cahiers de doléances, hein, hier comme aujourd'hui, où on explique ce qu'on veut et tout ce qu'on aimerait avoir. Ça donne ça, et ça donne aussi une ambiance de complot, ce qui est le cas d'à peu près toutes les révolutions. On n'a plus confiance en personne. Voilà. Cette ambiance de complot qu'on retrouve à chaque fois, c'est le symptôme d'un moment, on arrive où le décalage s'est trop fait entre les élites et le peuple. C'est même plus un décalage, c'est une coupure. On ne peut plus parler d'élite, on peut parler d'oligarchie qui règne de loin. Et du coup, vu qu'on ne se parle plus, on ne se fait plus confiance, et vu qu'on ne se fait plus confiance, on monte sur ses grands chevaux au moindre prétexte, au moindre petit indice, on se dit « Ah, ça, ce truc-là, c'est pour me nuire, c'est sûr ». Des fois, on a raison, des fois, on extrapole à tort, des fois, il y a une succession d'indices qui convergent, mais en tout cas, je pense que c'est ça qui explique ce phénomène du complotisme, qui n'est pas du tout inédit. Les révolutions aussi, ça correspond à des sauts cognitifs. Il y a eu l'alphabétisation pour la Révolution française de 1789, donc le siècle qui a précédé. Petit à petit, c'est l'Église qui s'en était chargée, puis après ça lui est retombé dessus. Il y a aussi les sauts communicationnels pour toutes les phases qu'on suivit. Là, c'est au niveau des médias, bien sûr. Évidemment, la presse en premier lieu, qui a explosé au début du 19e siècle. La radio, plus tard, et l'Internet aujourd'hui. C'est des médias, Marshall McLuhan dit, c'est des médias chauds. C'est-à-dire c'est des médias participatifs qui permettent de faire vibrer la foule. Voilà. Ce que la télé n'est pas. La vachie devant la télé, on regarde, on absorbe. Alors qu'avec la radio, on a lancé beaucoup de choses, beaucoup d'événements très tristes. La presse, évidemment, énormément. Et aujourd'hui, c'est l'Internet. Donc c'est cette mémoire du peuple. Et ces médias-là, en fait, ont pour fonction de valider et d'exposer aux yeux du plus grand nombre ce décalage massif. Chaque gamin qui ouvre les yeux sur le monde aujourd'hui, il sait que son grand-père est plutôt à gauche, son cousin est plutôt à droite, son papa pense plutôt ça, il peut aller farfouiller sur tout, il a accès à tout, il peut se faire une idée sur tout. Et ça, ça change tout. Et enfin, la dernière condition pour qu'on puisse parler de révolution, c'est qu'il faut une certaine élite intermédiaire qui ne s'interpose pas, qui décide de ne pas défendre, de lâcher le pouvoir au dernier moment. Il y a l'élite du haut qui dit « Ok, on rend serré les gars, on va défendre notre bout de gras », et il y a les fantassins, donc c'est cette élite intermédiaire qui décide de lâcher l'affaire. Il y a eu suffisamment de bouquins écrits sur les burn-out, sur la dépression des hauts cadres, sur leur quête de sens. Tous ces gens-là, évidemment, laisseront tomber le système si on leur demandait leur avis. Donc je ne sais pas si le mouvement des Gilets jaunes aboutira à une véritable révolution, j'en ai aucune idée, j'y parierai pas ma chemise, mais vous avez vu, on coche quand même pas mal de cases. Bon, parce que sur chaque critère, on trouve un argument actuel qui colle parfaitement. Cette crise des médiations, on ne veut plus de personne. Les syndicats, les médias, les chroniqueurs, les intellectuels, les partis politiques, hein, ils pensent moins que le peuple, disait Simone Veil. Ils sont incapables de penser parce qu'ils sont dans des problèmes de structure, de logique majoritaire. Quant à la police, tout le monde sait qu'elle est passée des héros de Charlie, des défenseurs de la veuve et de l'orphelin, aux éborgneurs, patentés, placés sous l'autorité d'un joueur de poker de la pègre marseillaise. Donc fatalement, pour l'image, c'est pas terrible. C'est sûr. Tout ce dont je viens de vous parler là, syndicats, médias et police, ont tous été achetés par Macron au vu et au su de tout le monde à différents moments de la crise des Gilets jaunes. Baisse de subventions, hausse de subventions, baisse d'impôts et salaire direct, prime versée aux policiers. Alors les intellectuels dans tout ça, on est dans un grand moment révélatoire où enfin on peut savoir qui pense quoi, pour de vrai. Voilà. On a découvert que le très policé Luc Ferry était un petit peu sanguinaire. On a découvert que Jean-Michel Apathy était un enragé. Voilà, quand il parle des Gilets jaunes, il a la bave aux lèvres. Mais après, il y a des gens qui étaient déjà caricaturaux à la base, Romain Goupil, bon voilà, réaction mais pas forcément des gens connus. Vous le voyez aussi dans votre entourage. Vous avez cet ami bourgeois de gauche qui trouve tout merveilleux, qui est sympa avec tout le monde, qui est très accueillant, qui est très cool.
Bon, il déteste les fachos, mais je veux dire, à part ça, il est très 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 sympa. Il veut le bonheur de tout le monde. Par contre, quand on parle des Gilets jaunes, la première chose qu'il dit, c'est Christophe Détinger, il fallait lui mettre 10 ans, il le mérite, c'est n'importe quoi. Il dit, c'est un père de famille, il a tapé sur un bouclier, il a tué personne. Non, 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 il doit prendre 10 ans, sinon c'est un scandale. Donc voilà, cette personne-là, en réalité, au fond de lui, a des côtés un peu bestiaux. On le voit maintenant. C'est Frédéric Lord donc, qui disait un événement se reconnaît à sa puissance de classement, à son pouvoir de montrer qui est où et qui pense quoi. Voilà, pour de vrai. Les intellos, en tout cas médiatiques, sont pour l'essentiel anti-violence. Donc il y a de la violence, ils hésitent à rentrer. Il y a des gens, on pense évidemment à Emmanuel Todd, Michel Onfray, Vincent Cespedes, qui ont dit des choses très intelligentes et très courageuses sur le mouvement des Gilets jaunes, sur la gestion de la violence. Mais la plupart ne s'engagent pas parce qu'ils ne peuvent pas mettre les Gilets jaunes dans une case, gauche ou droite. Donc du coup, ça les oblige à sortir de la leur. Et le problème, c'est que la case peuple, pour eux, ne leur suffit pas. Du coup, ils abandonnent ce peuple qu'ils sont censés guider d'une certaine manière dans un système libéral autoritaire. Ils laissent chacun seul face à la consommation, achète, tais-toi, ou Castaner. Voilà, le LBD est au bout du chemin, voilà, si vous voulez tester autre chose. Pendant ce temps-là, il y a de l'eau qui a coulé, évidemment. Vous essayez de la retenir, mais elle s'insinue dans tous les interstices, dans tous les petits trous qu'elle trouve. C'est toutes ces petites révolutions tranquilles, comme on les a appelées, ces révolutions lentes, de basse intensité. On part à la campagne, on monte des éco-hameaux. Voilà, on se réunit, on essaie d'inventer un nouveau modèle. L'idée, c'est je ne peux pas être contre le système, il est trop fort, je vais donc être à côté du système. La version extrême de ça, c'est les ZAD. Mais c'est des évolutions trop lentes. C'est trop lent. Ça n'apporte pas de solution à l'urgence sociale. Il y a une véritable désynchronisation avec le temps politique réel, avec la vitesse des privatisations ici et maintenant, de la dilapidation de décennies du travail des Français et le déclassement sans délai. Alors, est-ce que la France est à nouveau précurseur, comme elle l'a été à chaque fois en matière de révolution? Elle était, comme j'ai dit tout à l'heure, un petit peu à la bourre. Mais voilà, vestimentairement, le symbole, maintenant dans le monde entier, quand on a quelque chose contre quoi se plaindre, c'est le gilet jaune. Politiquement, par contre, on n'est pas en avance. On a vu, il y en avait d'autres qui, par le vote, avaient réussi à obtenir des choses. L'Italie, précurseur, évidemment, cette Europe de l'Ouest, cette Europe du Sud qui est victime avant nous de la mondialisation, et les Anglais qui, comme d'habitude, pour continuer les analogies historiques, sont déjà dans l'étape d'après. Voilà, ils ont fait le Brexit, ils sont déjà dans l'étape d'après, pendant que nous, on se débat dans l'étape d'avant. C'est bien de parler de tout ça. On a des contacts avec des gilets jaunes du monde entier, mais il n'y a pas de solidarité internationale réelle, effective, pour le moment. C'est Pierre Manant qui disait la communication mondiale, qui est énorme, qui fait que grossir, ne fait pas communauté, en tout cas à l'échelle internationale, même pour les gilets jaunes. Nous, on va immédiatement très vite, très fort, déjà peut-être parce qu'on est français, mais aussi parce qu'on n'a pas un système parlementaire avec de la proportionnelle, où on attend la prochaine élection, qui généralement n'attend pas 5 ans, mais plutôt 4, pour voter pour son parti, essayer de pousser la force, éventuellement il y aura une alliance et tout ça, on pense à tout ça. En France, on ne peut pas, on est face au président. Le président était censé nous représenter par-delà son élite, par-delà ses nobles, pouvoir intercéder en notre faveur, pouvoir, le cas échéant, nous poser la question par référendum. Tout ça est totalement perverti. La Ve République, vous le savez, a été écrit pour un pays souverain, il ne l'est plus. Il a été écrit pour une certaine trempe d'hommes, un certain moule qui est cassé. Donc il y a sûrement des choses à revoir. On est dans quelque chose de monarchique et du coup, cet aspect révolutionnaire est toujours d'actualité. Et puis il y a la personnalité de Macron, évidemment, on en a parlé, c'est le catalyseur parfait pour la résolution radicale d'un dilemme historique de ce genre-là. Hein. Il y a quelques jours, il a refusé de porter le gilet jaune. Donc on pense évidemment à Louis XVI, les femmes de Paris qui montent, qui rentrent dans sa chambre et qui lui disent mais ça, il l'a mis. Il a tenu 3 ans. Donc, Macron n'a pas mis le gilet jaune, comme Louis XVI avait mis le bonnet phrygien. Mais on verra s'il tient 3 ans. Mais en tout cas, peut-être qu'il y a une révolte qui a déjà eu lieu, c'est la révolte des élites, ça vous le savez. Ce mouvement-là, on parle de révolution, mais in fine, c'est une contre-révolution. La révolte des élites a commencé il y a 40 ans, c'est Christopher Lasch qui l'a le mieux décrite. C'est une lutte des classes à l'envers, avec un manque d'empathie totalement pathologique de la part des élites, qui n'assument plus leur mission de protection du peuple. On se souvient que si ça a bardé un petit peu pour les nobles à la fin du XVIIIe, c'est parce qu'ils avaient de longue date cessé d'assumer leur fonction de protection. Ils préféraient payer des gens du peuple plutôt que d'aller le défendre eux-mêmes. Et eux se contentaient des privilèges. Jusqu'au jour où, voilà, on leur a fait payer.
le cas typique aujourd'hui, c'est le banquier. Il nous explique que je gagne énormément d'argent parce que je prends énormément de risques. Il suffit d'avoir parlé un petit peu avec un banquier, d'avoir lu un petit peu cette presse, je sais qu'il y en a dans la salle, d'avoir lu un petit peu cette presse pour savoir que le banquier passe son temps à se couvrir. Chaque fois qu'il fait quelque chose, il se couvre dans l'autre sens. Ça lui coûte un petit coupon, mais il se couvre en permanence. Le problème, c'est pour ceux qui couvrent, qui eux-mêmes se couvrent et ainsi de suite. Mais en gros, le banquier, quand il vous dit « je prends des risques », factuellement, il ment. C'est une rupture du contrat social. C'est les avantages sans les inconvénients. Et c'est ça qui déséquilibre totalement le système, qui fait que ça ne peut plus tenir. Cette élite donc, qui s'approprie le présent, qui l'occupe vraiment entièrement, qui le remplit, elle concédait avant l'avenir au peuple. Elle lui offrait la possibilité d'imaginer un avenir meilleur pour ses enfants. C'est pour toi aujourd'hui c'est compliqué, mais ton enfant peut-être un jour sera comme moi. C'est plus le cas d'un point de vue économique, et l'avenir de toute façon est totalitaire. Il fait peur. C'est les menaces de guerre, c'est le transhumanisme, c'est la surveillance généralisée, c'est le terrorisme. Donc, et tous ces post-humains, éventuellement, avec des rajouts technologiques, qui ne se rebelleront plus jamais, parce qu'on peut leur éteindre à distance leurs rajouts, ou lui faire n'importe quoi. Enfin, c'est terminé, là on est dans l'anticipation, mais pas tant que ça, en fait, parce qu'on voit déjà aujourd'hui des robots guerriers absolument hallucinants, des humanoïdes, c'était nos pires cauchemars il y a 20 ans quand on était gosse, et aujourd'hui, ça existe. Voilà, donc le pire n'est jamais certain, on verra ce que ça va donner. En attendant, je vous disais, on réfléchit chez les Gilets jaunes, on réfléchit aux procédures de mise sous contrôle des gouvernants, tout ça mûrit lentement, faire une constituante. On a bien vu, pour moi je suis un admirateur de la Ve République, mais j'ai vu comment les novices d'En Marche se sont mis dans les moules qui avaient été creusés pour eux par leurs prédécesseurs. Ça leur a pris 30 secondes. Ils ne peuvent de toute façon pas faire autrement. Leur réélection dépend de Macron, ils ne peuvent être que Godillot. Et cette Ve République, je vous l'ai dit tout à l'heure, a été conçue pour un pays souverain, ce qui n'est plus le cas. Donc Frexit, on y réfléchit énormément. On sait que ni Florian Philippot, ni François Asselineau ne seront élus de sitôt, en tout cas assez tôt pour sauver quoi que ce soit. Et alors le Frexit, comment ? Le père du Frexit, c'est pas Nigel Farage, c'est Cameron. On a souvent raison d'espérer les maladresses de ses adversaires plutôt que la bravoure des siens. Même quand il s'appelle Nigel Farage. Pas lui, le responsable, il a fait ce qu'il a pu pendant la campagne, mais tout avait déjà été fait. Et l'erreur majeure, c'est Cameron qui l'a faite. Pour les Anglais, le Brexit, c'est une petite révolution. En France, c'est une cause révolutionnaire potentielle. Voilà. On réfléchit aussi, je passe très vite là-dessus, au tirage au sort, à tout ça. On se pose des questions sur l'armée, que va-t-il se passer, sur la Russie, et puis il y a des petites rumeurs. Sur l'armée, juste un petit mot. On parle beaucoup des généraux en retraite, des espèces de groupes dissidents qu'il pourrait y avoir. Moi, j'ai juste un exemple à dire. L'armée, on lui a brûlé un véhicule, à l'acte 14, je ne m'abuse, un véhicule Sentinelle. C'est un casseur qui a fait ça sous les yeux de la police. Le type était suivi depuis ce matin, vous avez sûrement lu ça dans le Canard enchaîné, le type était suivi depuis le matin, il avait commis plein d'exactions, la police l'avait tout laissé faire jusqu'à brûler cette voiture Sentinelle. Elle l'avait pris en photo et suivi toute la journée. Bon. Il y avait une deuxième voiture derrière qui s'apprêtait à brûler, c'est des gilets jaunes qui l'ont sauvé. Donc vous êtes dans l'armée, vous regardez cette scène et vous en déduisez quoi? Que des gilets jaunes ont sauvé une voiture pendant que les flics ont laissé votre voiture brûler. Je vous laisse avec ça. Voilà, je vais conclure. J'avais pas prévu que ça arriverait aussi vite, mais c'est le cas, je ne sais pas jusqu'où ça ira. À ma grande surprise, j'avais un peu beaucoup surestimé l'inertie de mes compatriotes. Alors j'étais un de ceux qui l'a surestimé le moins quand même, mais bon. Mais j'étais intoxiqué aussi, je regardais la télévision. Donc je prévoyais ça pour 2023. Bon, il peut se passer plein de choses d'ici là. Voilà, je vous remercie.